Pour les troupes russes au front en Ukraine, survivre n'a jamais été simple. Mais au printemps 2026, la situation est plus critique que jamais. À Moscou, les dirigeants russes deviennent de plus en plus désespérés alors que le territoire commence à leur échapper et que les soldats meurent plus vite qu'ils ne peuvent être recrutés. Mois après mois après mois. Pour les soldats ordinaires dans les tranchées, les conséquences sont extraordinaires. L'Ukraine essaie de les tuer, leur propre commandant essaie de les tuer, et leur gouvernement tente d'acheter la victoire simplement en dépensant des vies humaines. Après 4 années de conflits ininterrompus, la machine de guerre russe a montré qu'elle pouvait continuer malgré des pertes astronomiques. Mais cette machine de guerre a du mal à suivre le rythme de Kiev. Et quand elle ne peut pas écraser les soldats ukrainiens sous sa botte, elle compense ce manque en écrasant les siens. En 2023 seuls, les conscrits des prisons russes combattaient sous la menace, mais aujourd'hui, presque tous les soldats russes vivent cela. Pour eux, la question n'est pas de savoir si la mort sur la ligne de front est inévitable. La question est de savoir si leur sort sera scellé par des drones ukrainiens tout simplement impossibles à arrêter, ou par un commandement russe prêt à les sacrifier. Juste avant de poursuivre avec la vidéo d'aujourd'hui, un mot rapide de notre formidable sponsor, AG1. Écoutez, mes matins sont généralement une vraie course pour sortir de chez moi, et franchement, si quelque chose demande trop d'efforts, je ne vais tout simplement pas continuer à le faire. C'est la réalité de ma vie. C'est sûrement aussi votre réalité. Nos vides sont bien remplis. Voilà pourquoi j'utilise AG1. Il suffit de mélanger une dose dans la bouteille et de secouer. Ils disent dans les notes ici que ça prend 30 secondes. Je me dis à quel point peut-on être lent. Ajouter une dose et secouer 10 secondes. Pas besoin de planifier, pas besoin d'empiler plein de choses différentes. Tout ce dont tu as besoin. Les informations nutritionnelles sont indiquées au dos. C'est écrit tout petit parce qu'il y a tellement d'ingrédients. Mieux vaut soutenir la santé intestinale et le système immunitaire et garder une routine régulière, surtout quand ton emploi du temps ne l'est pas, et franchement, qui en a un vraiment régulier? Et c'est la principale raison pour laquelle je l'aime. Ça demande peu d'efforts, c'est bon, et ça s'intègre à ce que tu fais déjà. Pour essayer, rends-toi sur drinkagon.com/warfronts et reçois un échantillon de saveurs et une bouteille de vitamine K2 plus D3. C'est ici. Inclus gratuitement avec ton premier abonnement d'une valeur d'environ 72 $, c'est juste un ajout simple si tu essaies d'être un peu plus régulier. Retour à l'épisode d'aujourd'hui. La menace venant d'Ukraine. Maintenant, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut qu'on mette une chose au clair. À la grande contrariété des propagandistes russes, et en particulier de celui qui a dit au général en chef russe d'affirmer, le 21 avril, que Moscou avait capturé 1700 km² de territoire cette année. Cette guerre est suivie de très près, et les déclarations de victoire de la Russie semblent avoir perdu tout contact avec la réalité. De nombreux soldats russes ont déjà été envoyés en mission suicide dans la zone létale. Il se peut que ces petits groupes aient collectivement revendiqué la capture de 1700 km² avant que chacun de ces groupes ne soit localisé. Anéantis sur une ligne de front où jusqu'à 95% de toutes les pertes proviennent désormais des essaims de drones omniprésents. Mais il s'agit d'un conflit suivi avec diligence par un large éventail d'observateurs indépendants et hautement réputés, et la situation est très différente de ce que la Russie affirme. Pour notre propos aujourd'hui, les éléments clés à comprendre concernant cette phase du conflit sont les suivants. L'offensive de printemps de la Russie semble progresser exceptionnellement lentement, avec pour objectif final apparent de capturer la grande ville de Sloviansk, qui constitue l'ancrage nord de la ceinture de forteresses cruciale de l'Ukraine. Pour ces gains territoriaux minimes, la Russie a payé un prix énorme en vies humaines, et à l'heure actuelle, les pertes russes semblent dépasser le nombre de nouvelles recrues depuis plusieurs mois d'affilée, selon une combinaison d'évaluation des renseignements occidentaux et de groupes de surveillance indépendants. L'Ukraine a réussi à reprendre des portions relativement petites de territoire, et en particulier dans le sud du pays, elle a réussi à épuiser et à surmener les unités russes. Cela étant dit, les deux camps sont confrontés à des défis persistants sur la ligne de front, notamment la manque chronique d'effectifs en Ukraine et le déficit croissant de la Russie en matière de technologie des drones. Dans la mesure où l'un ou l'autre camp a un certain élan sur la ligne de front en ce moment, cet élan reste minimal et l'offensive de printemps de la Russie ne semble pas en voie d'atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, concentrons-nous sur la situation difficile des troupes russes sur la ligne de front, même si la dynamique du champ de bataille en Ukraine mérite une discussion à part entière. C'est parce que c'est avant tout leur expérience qui révèle bon nombre des plus grands problèmes auxquels Moscou est confronté en ce moment. Cela inclut l'amélioration rapide de la technologie ukrainienne, l'évolution des tactiques ukrainiennes, les erreurs et la gestion catastrophique de leur camp. En général, la situation difficile des soldats russes se divise en deux grands types de problèmes. Toutes les choses que l'Ukraine fait subir à ses soldats et toutes celles que le commandement russe leur impose. Du côté ukrainien, le plus grand changement est l'introduction d'une toute nouvelle gamme de drones, totalement différente de tout ce que la Russie a pu voir jusqu'à présent.
Plutôt que de décrire ces drones, citons Abti Alaoudinov, commandant supérieur des forces spéciales tchétchènes et proche allié du dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov. En décrivant ces nouveaux drones, qualifiés de martiens par les médias d'État russes, Alaoudinov a expliqué, je cite, « Il y a eu un changement qualitatif dans les drones sur le front. En substance, l'Ukraine a introduit une nouvelle génération qui crée de sérieux défis logistiques. Ces drones opèrent de jour et nuit, sont indétectables par les détecteurs classiques et protégés contre la guerre électronique. Ils restent inaudibles, sauf juste avant de plonger. Ils sont de très haute qualité, produits en masse et de qualité militaire. Certains pensent qu'ils seraient contrôlés par une intelligence artificielle, non par des opérateurs humains. Des sources russes affirment que la portée des drones tactiques ukrainiens a doublé, leur nombre a presque triplé, et ils atteignent 300 km/h, bien plus vite que les quadricoptères et hexacoptères auxquels les forces russes sont habituées. Bien que l'Ukraine ait récemment présenté plusieurs nouveaux modèles, deux semblent particulièrement irresponsables, le Bumblebee et les Hornets. Apparu en 2025, le Bumblebee s'appuie sur des microélectroniques avancées et un logiciel performant pour effectuer diverses tâches de façon autonome. Selon un article du New York Times sur les drones, ceux-ci effectuent un décollage ou vol stationnaire sans pilote, se géolocalisent, naviguent vers les zones d'attaque, reconnaissent, suivent et poursuivent des cibles jusqu'à la frappe terminale. Parce qu'ils peuvent gérer ces fonctions de manière autonome, les drones sont immunisés contre la plupart des types de brouillage, puisqu'il n'y a, après tout, aucun signal entrant ou sortant à brouiller. Ils offrent une meilleure portée que les drones à câbles fibre optique et ne risquent pas d'être coupés de leurs opérateurs si ces câbles sont sectionnés. Alors que le Bumblebee était relativement rare à la même époque l'année dernière, l'Ukraine a commencé à en produire en si grand nombre qu'ils sont désormais disponibles sur l'ensemble des lignes de front. Encore plus préoccupant pour les forces russes, les Hornets, un drone d'attaque à voilure fixe, utilisent aussi l'IA pour le ciblage et l'attaque terminale. Le frelon emploie des ogives à fragmentation dirigée qui détruisent le drone à l'impact, compliquant ainsi leur étude par la Russie. Ils sont très bon marché et légers, mais intègrent des caméras offrant une excellente qualité d'image pour l'efficacité de l'IA embarquée. De nouveaux drones prometteurs apparaissent fréquemment. Par exemple, le jour de la rédaction de cet épisode, Aerlogix, une entreprise de défense ukrainienne, a présenté deux nouveaux drones d'attaque conçus par elle-même. L'un, l'Anubis, est une arme longue portée conçue pour réduire sa signature radar, l'autre, le 7X, est destiné aux attaques en essaim. Pour les soldats russes, l'arrivée de ces drones représente une menace inédite. Pendant des années, les lignes de front ont été régies par un cycle d'innovation en matière de drones, où un camp réalise une nouvelle adaptation dangereuse, l'autre développe des contre-mesures et ainsi de suite, jusqu'à la prochaine innovation et la nouvelle série de contre-mesures en réponse. Mais les nouvelles avancées de l'Ukraine changent complètement la donne d'une manière à laquelle la Russie n'est pas prête à s'adapter. Les drones entièrement équipés d'intelligence artificielle contournent totalement les technologies de brouillage et ils ne peuvent pas être détectés par les détecteurs portatifs de drones sur lesquels comptent les troupes russes. Selon le blogueur militaire russe Yuri Kartonok, dans une publication déplorant le renforcement de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux, il est temps de dire la vérité. L'ennemi domine en matière de drones. Aussi importante est la façon dont l'Ukraine utilise ses drones, surtout ceux à longue portée capables d'atteindre l'arrière russe. L'Ukraine vise désormais des cibles à moyenne portée, comme les dépôts de ravitaillement, munitions et zones de rassemblement clés pour les opérations russes en première ligne, plutôt que de se concentrer exclusivement sur les frappes en profondeur. Les drones ukrainiens se sont révélés très efficaces pour frapper les soldats russes lorsqu'ils se regroupent en grand nombre dans des endroits où ils étaient censés être relativement en sécurité. Qu'ils ciblent hommes-troupes, véhicules, ravitaillements ou munitions, les drones ukrainiens à moyenne portée ont perturbé la capacité russe à avancer, se ravitailler ou renforcer les troupes en première ligne. En conséquence, la Russie n'a pu lancer d'offensives cohérentes et les troupes en première ligne étaient exposées et surextendues, sans moyen d'améliorer leur situation seules. D'après le scientifique russe Alexei Tchadiev, nous avons d'énormes problèmes avec la logistique du dernier kilomètre. Jusqu'à 90% de nos pertes s'y produisent. Amener nos drones au point de lancement reste risqué, peu importe les moyens employés. Mais le plus inquiétant reste les récents progrès de l'Ukraine dans les véhicules terrestres sans pilote, UGV. Mi-avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine avait, pour la première fois, pris une position russe uniquement grâce à des drones terrestres et aériens, sans infanterie et sans perte de notre côté. Selon l'expert Lawrence Friedman, l'attaque aurait eu lieu dans l'oblast de Kharkiv en 2025. Selon des sources occidentales interrogées par Warfront, l'Ukraine a renforcé ses capacités depuis.
Aujourd'hui, des centaines de véhicules terrestres sans pilote sont présents dans certaines zones du front, et des milliers de robots logistiques et de ravitaillement y opèrent. Selon le ministère de la Défense ukrainien, les véhicules terrestres sans pilote ont mené 9000 missions rien qu'en mars 2026. Même si la plupart étaient probablement des tâches de ravitaillement non combattantes, leur impact reste indéniable. Ces véhicules terrestres sans pilote réduisent la pression sur le personnel ukrainien, les maintenant à l'abri du danger, tout en permettant aux opérateurs de drones en première ligne d'être ravitaillés en toute sécurité alors qu'ils restent cachés dans des tranchées et autres abris. Dans certaines zones limitées, les véhicules terrestres de combat ukrainiens peuvent même constituer une telle concentration d'équipements de combat dangereux que les troupes russes sont forcées de se replier, de se rendre ou de se battre pour leur survie. Dans le sud de l'Ukraine, ces véhicules terrestres sans pilote sont associés à des drones aériens tactiques et à des troupes d'assaut de manière nouvelle et fascinante, chaque atout renforçant les capacités des autres. Un article du New York Times relate qu'à l'est de l'Ukraine, fin février, des véhicules terrestres sans pilote armés de roquettes, thermobariques et d'explosifs ont détruit une position russe fortifiée, tandis que leurs opérateurs étaient installés dans un poste de commandement loin de la ligne de front. Sur 10 soldats russes à cette position, 9 ont été tués par des véhicules terrestres sans pilote, et le survivant a été éliminé peu après par un drone kamikaze. Aussi grave que cela paraisse pour les troupes russes, les évolutions du côté ukrainien ne représentent que la moitié du problème. Avant d'aborder l'autre aspect de leur situation, prenons un moment pour parler de Front.co, notre site premium, média d'actualité et guichet unique pour l'analyse des conflits mondiaux. Notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour livrer des analyses majeures sur les guerres, zones sensibles et la géopolitique mondiale. Nous proposons aussi chaque semaine des vidéos exclusives, ainsi que notre Briefing Room, une sélection du samedi d'histoire méconnue du monde entier. Chaque semaine, sur Front, nous offrons plusieurs contenus gratuits, dont la newsletter bi-hebdomadaire Warfronts Weekly sur les conflits mondiaux. Front.co ne coûte que 5 $ par mois ou 50 par an. Visitez le site et abonnez-vous si cela vous intéresse. Revenons à l'Ukraine. La menace russe. Pour les soldats russes ordinaires, l'arrivée de nouvelles tactiques et systèmes ukrainiens est déjà un problème existentiel. La Russie n'a en grande partie pas réussi à suivre le rythme des avancées ukrainiennes, que ce soit en développant des systèmes comparables pour l'armée russe ou en mettant au point les contre-mesures nécessaires pour y répondre. Les tactiques russes n'ont pas encore changé pour faire face à l'introduction des UGV ukrainiens et la stratégie russe ne s'est pas adaptée pour contrer les frappes ukrainiennes persistantes à l'arrière des lignes. Mais à défaut, ces lacunes pourraient au moins être attribuées à un véritable écart de capacité, parfaitement compréhensible. Dans chaque conflit, un camp innove plus vite que l'autre. Si la Russie prend du retard, c'est la vie. Mais les problèmes de la Russie sont aggravés par une direction qui semble vouloir se saboter elle-même ainsi que son personnel de première ligne, avec une régularité stupéfiante. Des vétérans russes et des blogueurs militaires rapportent que le ministère russe de la Défense aurait bloqué l'envoi de drones FPV au front pour les réserver aux unités russes des systèmes sans pilote. Si c'est vrai, c'est une décision désastreuse pour les soldats russes. Le champ de bataille en Ukraine est actif 24 heures sur 24, 365 jours par an, et des drones de reconnaissance, des drones bombardiers et kamikazes sont toujours présents, prêts à identifier des cibles et à les éliminer en quelques minutes seulement. Pour les troupes russes, les drones FPV sont essentiels pour rétablir l'équilibre, offrant surveillance et réaction sur le champ de bataille. Plus important que la disponibilité des drones, c'est leur rapidité de réaction sur le champ de bataille, où les cibles apparaissent et disparaissent vite et où il faut décider en quelques secondes pour saisir de petites opportunités d'avancée. Éliminer ces drones FPV sur l'ensemble des lignes de front et les troupes russes se retrouvent dans une situation encore plus désavantageuse qu'auparavant. Les opérateurs de drones russes ne sont pas assez présents sur les lignes de front pour combler cet écart. Et même lorsqu'ils arriveront, ils créeront de sérieux obstacles à la coordination et à la réaction rapide. En contrepartie, la Russie risque de perdre nombre de ses meilleurs opérateurs FPV de première ligne, car ils n'appartiennent pas à la force officielle de drones. En citant un blogueur militaire russe, Andrei Filotov, la décision entraînera, je cite, « la destruction du personnel formé aux drones au prix de pertes énormes sur les lignes de front ». Même le peu d'efficacité qui existe actuellement, durement acquise par les troupes, sera anéanti. Au mieux, les combattants seront transférés aux forces des systèmes sans pilote. Au pire, ils seront tout simplement broyés dans les assauts. Selon Filotov, la décision était probablement d'ordre économique, prise par le premier vice-ministre russe de la Défense. Je cite encore, « La centralisation des drones est le rêve humide de tout grand fournisseur de défense. Les petits fabricants, les ingénieurs de première ligne et d'autres personnes passionnées sont évincés. Le marché de l'innovation, qui dépend de la rapidité et de la flexibilité, s'effondre. »
Moins de marge sur le champ de bataille, mais plus d'argent pour les grands acteurs. Les forces russes de systèmes sans pilote ne semblent pas très prometteurs. Créées officiellement en novembre 2025, les forces de systèmes sans pilote du pays sont placées sous le commandement d'un lieutenant-colonel. Yuri Vaganov, un dirigeant sans expérience de service et sans formation militaire formelle, à qui on a donné le surnom officieux et probablement involontaire de Toilette. Bien qu'il ne soit pas vraiment un soldat, Vaganov détient presque le monopole de l'approvisionnement en drones FPV destinés à l'armée russe. Sous sa direction, la Russie semble avoir abandonné de nombreuses technologies, les leçons et même l'expertise des premières unités expérimentales de drones, malgré le fait que ces unités avaient obtenu d'importants succès dans l'adaptation de la technologie des drones au champ de bataille ukrainien. La force de drones cherche plutôt à réunir un maximum d'opérateurs à l'aise avec le matériel basique fourni par Vaganov. Selon le blogueur militaire Vladimir Romanov, les forces de drones préfèrent recruter les meilleurs opérateurs et techniciens d'autres unités, plutôt que de constituer leurs propres forces à partir de zéro en s'appuyant sur l'expérience moderne du front, ce qui laisse de nombreux secteurs critiques sous-effectifs. Il poursuit. Et oui, les autorités compétentes sont également bien conscientes des centres de formation vitrines dont les portes ne s'ouvrent que lors des inspections, même si le financement du ministère de la Défense arrive régulièrement. Pour aggraver la situation, Vaganov chercherait à étendre son monopole sur les drones en Russie, ciblant désormais les initiatives civiles qui tentent de combler le fossé. Avant même sa prise de fonction, la pénurie de drones était telle que des volontaires russes en achetaient et importaient des pièces de Chine, mais la douane russe bloque désormais ces importations. Les blocages russes sur Telegram compliquent la collecte de fonds et les prochaines répressions sur les VPN et crypto-monnaies pourraient être fatales. Hormis la technologie des drones, les chefs militaires russes semblent s'en remettre entièrement à leur stratégie brutale habituelle. Sacrifier un maximum de vies russes lors d'assauts pour gagner quelques centaines de mètres vers la victoire finale. Des rapports récents de Russie indiquent que les chars et véhicules blindés lourds perdant en pertinence, les unités de chars sont progressivement démantelées. Leurs troupes sont retirées par petits groupes et envoyées dans des unités d'assaut en première ligne, si bien qu'au final, des sections puis des compagnies entières n'existent plus que sur le papier. Des rapports indiquent que des spécialistes, y compris des professionnels très qualifiés, sont envoyés dans les unités d'assaut sans considération pour leurs compétences, bien qu'ils soient très recherchés sur tout le front. Enfin, nous diffuserons un rapport du journaliste russe Sergei Komkov, qui a déclaré mi-avril que l'armée russe était contrôlée par des groupes criminels organisés. Komkov a qualifié ce syndicat grandissant de repère organisé de voleurs enracinés dans trop d'armées. Je n'ai pas né dans de nombreux abris et quartiers du personnel de nos forces armées engagés dans l'opération militaire spéciale. Komkov déclare que le syndicat s'est développé quand la Russie a enrôlé de force un très grand nombre de criminels condamnés dans l'armée où ils ont vite imposé leur autorité. Je cite à nouveau. Après avoir observé les lieux et s'être rapidement adaptés à la situation, ils ont commencé à instaurer leurs propres règles de voleurs, semblables à celles des prisons. Komkov explique que ces groupes criminels ont essentiellement pris le contrôle des rangs de soldats engagés en Russie, y compris les malheureux soldats sous contrat qui sont censés s'aventurer en no man's land lors de missions extrêmement dangereuses. Ces soldats doivent verser une partie de leurs gains sur les comptes bancaires du syndicat sous menace de violence et sont forcés soit d'intégrer les gangs eux-mêmes, soit de risquer des affectations en première ligne plus fréquentes ou plus meurtrières. Komkov affirme que ces syndicats bénéficient désormais de la protection des inspecteurs militaires et des procureurs qui ne veulent pas les défier, tandis que les officiers subalternes rendent rarement visite à leurs soldats engagés et font tout pour ne pas se mettre en danger en causant des remous. Si tout cela ne vous semble pas déjà assez grave, rassurez-vous, la situation ne devrait qu'empirer. Nous n'avons pas encore évoqué la campagne de frappe longue portée de l'Ukraine, qui a mis hors service une grande partie du raffinage de minerais russes au cours des 2 derniers mois, ni mentionner l'arsenal croissant d'intercepteurs de drones ukrainiens capables d'arrêter les drones d'attaque à réaction volant à basse altitude sur lesquels la Russie compte de plus en plus. Nous n'avons pas évoqué l'augmentation prochaine de la production de drones ukrainiens, alors que les alliés occidentaux financent des lignes de production et exploitent la capacité de l'Ukraine à produire 2 fois plus que ce qu'elle peut financer seule. Encore plus important, nous n'avons pas évoqué les signes montrant que la Russie est sur le point d'agir. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, elle a évité de mobiliser de force des Russes ethniques relativement aisés venant des grandes villes, où les communications numériques sont de plus en plus restreintes afin de poser les bases pour réprimer une réaction publique intense. Pour l'instant, nous allons laisser ces problèmes de côté pour un autre jour. À la place, nous allons vous laisser avec les mots d'un dernier blogueur militaire russe, Yevgeny Golman, dans un message récent adressé à ses abonnés russes. Je cite « C'est complètement dingue, les gars.
Voilà à quoi ressemble cette putain de guerre. Ils nous dépassent à une vitesse folle. On essaie de les rattraper comme des tortues, mais ils nous dépassent comme des guépards. Oui, ils nous dépassent vraiment. Et en ce moment, la Russie n'a aucun moyen facile de récupérer son avantage perdu. Merci d'avoir regardé.